Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre avec... Alors, Jean-François Stévenin, père de famille, acteur, réalisateur de cinéma et un peu paysan. Aujourd'hui, il sera question de cinéma vivant, d'Indiens aussi et de corridors, de John Cassavetes et de François Truffaut et de beaucoup d'autres histoires. Un portrait en 2 parties, car pour l'occasion, j'ai partagé le micro et les questions avec Laurent Devanne, projectionniste à l'Eden Cinéma sur Cray, et qui a eu la bonne idée de programmer le premier film en tant que réalisateur de Jean-François Stévenin, Passe-Montagne, sorti en 1978 et récemment restauré. Où, au fin fond du Jura, Stévenin partage l'affiche avec Jacques Villeray. Cet entretien, enregistré juste avant la projection, sera entrecoupé d'extraits du débat qui s'est déroulé par la suite. Je vous souhaite une bonne écoute. Et on reprend l'entretien là où il s'est arrêté, c'est-à-dire acteur, père de famille, réalisateur et un peu paysan. Un peu paysan contrebandier, dans le Jura. Très amateur de couper de l'herbe, les branches, élagage. Ça, c'est le grand plaisir pour moi. Il y a 3 hectares et je suis tout l'été sur les machines. Et dès que c'est fini d'un côté, hop, ça recommence de l'autre. Je rajouterais peut-être un peu gitan et un peu indien aussi, non ? Ah oui, ça, très gitan, oui, un peu indien, surtout, oui. Ouais, parce qu'en fait, le Passe-Montagne, c'est dédié aux Indiens. Pourquoi exactement ? Pourquoi ? Parce que moi, je rêvais sur les Indiens quand j'étais gamin, parce que j'allais voir que les westerns, c'était la carotte, le cinéma, le dimanche. J'ai vu comme ça le Shane, l'homme des vallées perdues, voilà, film emblématique complet. Beaucoup plus tard dans la vie, j'ai tourné Les Chiens de guerre. J'étais avec Tom Berenger, Christopher Walken. Avec Tom, on parlait du Colorado, tout ça. J'ai dit, mais attends, il n'y a plus d'Indiens chez vous. Tous me disent, mais de quoi tu parles ? Alors là, j'ai compris, c'est le seul génocide réussi. Il y a encore des Juifs, il y a encore des Kurdes, il y a encore des Arméniens, il y a encore des Gitans, Indiens. Il n'y a plus, mais alors, plus, hein. À part des pauvres bougres que j'ai rencontrés dans des réserves, qui n'ont plus d'Indiens, même le nom. Après, je me rappelle, déception, Obama, grand rêve pour tout le monde. Oh, il monte l'opération contre Ben Laden, il appelle ça opération Geronimo. Quel dernier grand chef indien exterminé. Je me dis, il aurait pu appeler ça opération Valence Sud. N'importe quoi. Donc ça fait même pas tilt dans sa tête, alors que c'est juste un nom de code. Geronimo, c'est quand même la fin de la race indienne exterminée. Et lui, il est black. Alors là, tu comprends plus, là. Voilà, ils sont toujours... ils sont au ciel, enfin, ils sont nulle part. Dans la terre, en même temps, un peuple absolument merveilleux. Puis j'arrête après. De gens, on est de passage sur terre. La terre n'appartient à personne. Nous, on tue ce qu'il nous faut pour manger. Machin, on est là. Et on leur a tout piqué avant de les assaisonner définitivement. On aurait pu se contenter de leur prendre le cuivre, le pétrole, l'or et tout. Non, la vie, en plus. Au cas où ça ne suffise pas. Quand vous faites Passe-Montagne, c'est les Indiens du Jura, en fait, qui vous intéressent. Non, c'est vraiment les Indiens, comme je viens de dire là. Les Indiens d'Amérique du Nord. Il y a un peu quand même cette idée d'aller à la rencontre aussi quand même des Jurassiens complètement reculés, des paysans qui en fait sont aussi un peu... Oui, mais je les connais moi, donc c'est pas une découverte pour moi. La découverte s'est faite avant. Moi quand j'étais môme, mon père était ingénieur et plantait des téléskis sur toutes les montagnes du Jura. Et moi j'étais en train de me faire chier au lycée. Donc il y avait lycée, ski. À 16 ans je me suis barré de chez moi pour essayer de monter ailleurs parce que il fallait faire quelque chose.
Et je me suis aperçu que je connais personne. Et grâce à Truffaut, qui m'a vraiment beaucoup aidé dans la vie, sans le faire exprès, comme ça, il était en tournage sur Les Deux Anglaises et le continent, où moi je travaillais pas. Ils avaient un décor qui leur manquait absolument dans les montagnes, un lac, etc. Moi je suis allé partout dans les Alpes, mais j'avais commencé par le Jura. J'avais envoyé une photo de Polaroid, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autres moyens. François, il a reçu le truc, il a dit d'accord. Du coup, je me suis retrouvé dans le Jura avec l'assistant décorateur. Et pendant 1 mois et demi, on a équipé une petite cabane sur une île dans le Jura qu'il fallait déguiser un peu avec des écorces de sapin pour que Jean-Pierre Léaud puisse venir tailler 2-3 cailloux comme les scènes qui étaient prévues dans le film. Là, grâce à ça, j'ai connu enfin des vrais paysans, des laboureurs, des garagistes, des hôteliers, des tracteurs, des mecs qui t'écorcent les arbres de sapin, tout, quoi. Et là, j'étais vachement bien. Alors, c'était une petite graine très forte, hein. On a vécu 1 mois comme ça. Et un jour, je me suis dit, moi, si je fais un film, je retrouve mon premier amour, qui est Jacques Rosier, avec lequel j'ai vécu 1 an quand on tournait du côté de Rouette. Jacques Rosier, et je me dis, moi, je trouve une petite équipe de fous furieux. S'il y a un peu d'argent, on fait le film avec moins que rien. Et c'est parti. Et quelques années plus tard, c'est comme ça que c'est parti. Il y avait l'idée de faire un polar, il me semble, au départ. Tout au départ, j'avais écrit des petites pages, mais comme ça, adolescent, quoi, j'avais écrit des petits bouts. Mais c'était polar, oui, il fallait un revolver, un machin. J'attrapais une vedette de cinéma, genre Ruquier ou... non, lui il est gentil, mais l'autre abruti, là, comment il s'appelle, Arthur. Un mec bien sympathique comme ça, qui avait une maison de campagne. Je mettais en panne sa moto, je le braquais. Après, hop, j'envoyais une cassette à la télé en disant, voilà, il faut que les téléspectateurs mettent des thunes pour le libérer. Oh là, c'est compliqué, ça. Revolver. Non, parce qu'en plus, le mec, à ce moment-là, prenait plaisir à être dans ce lieu. C'est ce qui est resté dans le film. Et finalement, il n'avait pas eu le temps envie de partir. D'ailleurs, ça, c'est une petite anecdote que je livre comme ça au passage. Le film est passé, Michel Simon, le critique de Positif, avait vu le film, trouvait ça très bien. Bon, on arrive au Festival de La Rochelle, une des premières éditions du festival, il y a John Borman. Moi, je me dis, je regarde, il voulait me présenter à lui, d'accord. Je regarde partout en l'air, je vois un petit gars comme ça, genre décorateur d'intérieur, anglais, super classe. L'autre, il me dit, il va voir le... Je dis, non, faut pas l'emmener, la copie est toute jaune, il n'y a pas de sous-titres. Non, mais je lui parlais pas voir le film. Oh, d'accord. Ils vont voir le film. Moi, je suis là, je bois tout ce qui reste sur le bar. Les vodka orange, les machins, les gin tonic. Et j'en passe, je rentre à l'hôtel, je dégueule un bon coup, je dors 3 heures, et je rentre dans le Jura direct. Le lendemain, un coup de téléphone de Michel Simon qui dit, on ne sait pas ce qui s'est passé, là, mais... Enfin, John Borman a écrit une lettre, viens chercher à la maison. Il me donne la lettre. Alors, écrit sur le papier en tête de l'hôtel, vraiment 4 pages, qu'il a écrit
en rentrant à la projection. Hyper détaillé. La rugosité âpre du son, le montage, comme ça, etc. Technique, vraiment. Et ça se terminait à la fin par de toute façon, vous et moi, nous aurons toujours en commun d'être un peu étrangers sur cette terre qui pourtant est la nôtre. Sincèrement vôtre, John Borman. Là, le film n'était pas sorti. J'ai plié la lettre, j'ai mis dans ma poche. Je me dis, si quand le film sort, on m'asphyxie, on meurt, ça va. Moi, je sors. Ok. Mais c'est très curieux parce que, à mon petit niveau, quand j'ai revu Délivrance il y a encore un an, on voit Délivrance, il se passe vraiment pas d'effets spéciaux, pas de cascadeurs, tout, c'est infernal le film. Ça fout un frisson terrible. J'ai revu il y a un an et demi, c'est vraiment dur. Là, non, c'est Jacques qui se promène, il lève. Oh, il y a une Porsche sous une bâche, une Jaguar un peu plus loin, la frontière suisse pas loin. Sauf qu'au début, on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon. Mon copain qui dit « Qu'est-ce que t'en as, fou, là, Léon ? Le gars que t'as chopé sur l'autoroute, là, on va en faire quoi de ces glandos, là ?» Avec Jacques qui est là. On ne sait pas trop si ça peut... Ça que j'adore, on ne sait pas si ça va... J'ai fait ça dans mes 3 films, Double Mise et Mishka, c'est-à-dire... C'est des petits gars, c'est des gars vraiment sur la marge. Des barjots, comme j'aime bien, borderline, vraiment. Ils ne sont pas politiciens, ils n'en ont rien à foutre, ils ne votent pas, rien. Moi, je crois qu'il y a un des millions qui ne veulent pas rentrer ni un parti politique, ni rien du tout, et qui veulent juste essayer de tâtonner dans la vie pour essayer d'être un peu heureux, de se démerder avec ce qu'il y a. Sans être voyous, ni voleurs, ni rien de tout, qui se démerdent comme ils peuvent pour becter, pour essayer d'être un peu heureux, qui tâtonnent. Est-ce que des questions ? Sur la route, une série de portraits radiophoniques proposés par l'association Résonance. Pour connaître son actualité, écouter d'autres portraits, rendez-vous sur le www.facebook.com/association Résonance, REZONANCE. Retour à l'entretien. J'aurais voulu savoir comment ça s'est passé la rencontre avec Jacques Villeray, en fait. Jacques Villeray, j'avais été avec lui parce que Rosier m'avait présenté à lui. On était 5 jours par semaine dans un endroit de la nuit dans Paris, 5 rue d'Auneau, qui s'appelait le Sherwood, où il y avait les danseuses, il y avait les croupiers corses, il y avait Balmer, Nils Arestrup, Yves Afronceau, il y avait tout un tas de lascars, Jacques Weber, et moi, tout petit assistant, j'étais là parce que je connaissais Jacques. On passait la nuit entière en buvant 2 scotch, on n'avait pas une thune. Et Jacques, le matin, lui restait là. Il habitait avec Balmer dans une chambre d'hôtel, la même chambre. Mais Balmer partait plus tôt, et Jacques, lui, à 6h du matin, il y a une table ronde, on poussait la table, lui dormait là derrière, comme un gros chat. Il se réveillait 20 minutes plus tard en sueur, en disant « Oh putain !» Oh, je suis en pleine forme, j'ai une petite faim, on va manger des huîtres. Non, mais si, à Pigalle, c'est pas loin. Enfin bon, ça c'est la dimension du personnage qui est incroyable. Et puis moi, je cherchais à faire jouer quelqu'un de plus vieux que moi dans le film. Donc c'est pour ça que j'ai parlé. Puis un jour, je me dis, mais si je vais me poser à lui, carrément. On se fout de l'âge,
Simplement, ben voilà, on est des mecs dans la trentaine et on se rencontre. C'est comme ça. Et je lui ai parlé de ça et tout de suite, il disait d'accord, tout de suite. Et dans le film, il a lu le scénario, bien sûr. Il a complètement mastiqué, digéré le tout. On n'a plus jamais reparlé. Et lui a dit, moi j'avais lu juste une phrase. Il y a des moments dans la vie, on veut juste s'asseoir un peu sur le bord de la route pour voir, pour respirer, pour... Moi j'ai accepté. Ça, puis le fait que je disais, bah, c'est infilmable. Ça l'a fait rigoler. Je lui disais, tu vois, c'est bien, la lumière, la nuit là, mais c'est infilmable. Ça, c'est mort de rire. Après, vous avez parlé de Truffaut. En fait, j'aimerais revenir sur Truffaut parce que c'est vraiment une figure effectivement qui a l'air très importante en fait dans votre démarrage, à la fois comme assistant, après comme acteur. Hein, il vous a fait tourner dans ses films, quatre films, je crois. Il vous a quand même aussi donné l'impulsion pour faire du cinéma. Il a eu un regard sur le montage même de Passe-Montagne. Et en même temps, j'ai lu dans Le Point de vue du lapin, qui est le livre qu'a écrit Yann Dedez sur l'histoire en fait du tournage de Passe-Montagne. Vous dites à un moment donné que c'était plus possible de filmer comme Truffaut. En fait, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a eu besoin de vous émanciper aussi par rapport à un certain cinéma. Ah oui, parce que François, les films auxquels j'ai participé, j'étais très content d'être assistant d'abord, parce que j'étais un super assistant. Mais les films, même ceux que je faisais avec Rivette ou même Rosier, ça ne m'intéressait pas vraiment. Mais je travaillais à fond. Tandis que quand j'ai vu les films de John Cassavetes ou Monty Hellman, là j'ai vu des frangins, enfin pas des frangins, des tontons. Je me suis dit, ben là, ça m'a bouleversé. Comme aussi, très loin de ça, quand j'étais étudiant et que j'avais vu les films de Antonioni ou Bergman, moi j'ai vu L'Aventura ou Les Fraises Sauvages, ça m'a bouleversé. C'est-à-dire, t'es plus pareil quand tu sors du cinéma qu'avant. Mais pourquoi Cassavetes, c'était un grand oncle. Pourquoi on pense à quoi comme film Husbands? Ah oui, Husbands, n'importe lequel. Parce que tu avais envie de faire partie de cette troupe de gars, c'est ça? C'est pour ça non, que ça... Non, parce que la façon, non pas dont il filme, mais ce qu'il raconte dans le film me touchait énormément. La façon dont les gens jouent dans le film, la force, la chaleur, l'amour. Il n'y a pas de mauvais personnage. Même dans Chinese Bookie, quand il filme des dégueulasses, il le fait avec amour, avec une espèce de tendresse. Alors là, c'est une révélation. Je me dis, ben oui, tu discutes avec un gros con du Front National, si tu grattes un peu, tu vois que le mec, il pense ça comme ça, parce qu'il a été élevé comme ci, comme ça, il lui arrivait telle histoire, et tu l'entends un peu, plutôt que de dire, lui, c'est un sale con. Si tu prends le temps de l'écouter une demi-heure et de passer du temps avec lui, avec de la sympathie, qui sent, et ben le mec te raconte des choses qui t'apprennent quelque chose. Et t'évites de vivre dans des corridors où d'un seul coup, les seuls mecs sympas, c'est ceux qui aiment ça, et les autres, oublie. Un cinéma bienveillant alors, un côté comme ça. Très, très vivant, un cinéma de la vie. Les trois quarts du temps, tu vois de cinéma et ça raconte pas la vie. Alors là, c'est une façon de filmer, c'est autre chose. Tu racontes pas la vie. Truffaut, il racontait pas la vie. Non, il racontait une vie stylisée qui, lui convenait parfaitement. Donc, tandis que quand t'es dans la vie, t'as les mecs qui sont là de partout, des gars qui se bourrent la gueule, au contraire des mecs qui se lèvent très tôt le matin, ou des gilets jaunes, comme on a vu tout à l'heure, qui sont sur un rond-point en train de faire du feu. La vie, c'est prolixe, c'est vraiment beau, c'est une explosion de vie. Quand tu es en forme et assez réceptif pour capter ça, en disant, moi, je suis pas d'accord, mais ces gars, tiens, ça m'intéresse, ou pas du tout. Voilà, donc Cassavetes avait cette énergie quand il filme justement, je crois lequel c'est, non c'est pas Husband, c'est Femme sous influence. Tout au début ça commence avec des mecs qui travaillent la nuit dans le bâtiment, qui récupèrent un truc sur un chantier qui a merdé, qui travaillent toute la nuit. Là t'es avec ces mecs-là, mais complètement, ça commence par une séquence de travail, tu vois. Ah, tu te dis, ben d'accord, les mecs, il est 8h30 du matin, ils rentrent, l'autre fait des spaghettis et des machins, ils n'ont pas dormi de la nuit. Bon, t'es avec ces gens-là.
Perçu par la critique. Très très bien, bonne critique. Partout des bonnes critiques de partout. Par contre, le film était sorti, Saint-André-des-Arts, une seule salle. Et après, voilà, l'entrepôt chez Frédéric Mitterrand et un peu en province, donc très peu de gens, forcément, quoi. Mais très bien, très bonne critique de partout. Mais sur Passe-Montagne, il y a un énorme travail sur le son, quoi. Ah oui, oui. Je veux dire, déjà, enfin, rien que sur le titre, déjà, ça claque d'entrée de jeu. Il y a cette espèce de bruit de hache, là. Et puis après, en fait, on a vraiment l'impression d'entendre chaque son. Enfin, il y a quelque chose d'un travail d'épure, en fait, qui est hyper... qui est très travaillé. Très travaillé, d'autant plus qu'on n'avait pas d'argent et qu'on avait Yves Zlotnicka, formidable, qui, lui, était tout seul. Il sortait de chez Cousteau. L'autre, il filmait des marsouins et tout ça. Il était tout seul. Un Agra, le mec, il est tout seul. Il n'y a pas de perchman. Donc, partant de là, je lui ai dit, moi, je m'en fous, vas-y, je me débrouillerai après. Je sens, j'avais pas l'expérience à l'époque, mais je savais que j'allais me démerder. Grâce à Yann Dedet, je savais qu'on allait tout bidouiller. Donc, la moitié du film est retrafiquée. Avec des gars qu'on n'allait pas amener à Paris pour faire du doublage. Donc, alors là, c'est des trucs d'anthologie, c'est-à-dire que doubler des scènes comme dans le café, toi t'as vu, mais toi tu verras ce soir, où il y a un bordel total, on s'était dit, ça raconte rien. Alors, on enlève le son, on va tout doubler. Vous voyez dans quoi? Il y a un mec qui sort, qui éteint la lumière. Clac! Des pas qui traînent par terre. Quelqu'un qui respire, qui regarde. Les mecs parlent, on s'en fout. Et après, pour doubler les phrases qui étaient essentielles, et qu'on voit à l'image, alors là, tout le monde, la nuit, avec Yann Dedet, minuit pour que tout le monde couché, dans la neige, dans la forêt, pour pas qu'il y ait des chiens qui aboient partout dans le village. Les mecs, il fait moins 15, ils sont là, et moi, on a le texte, et on est là, hey on, ouais, tu vois, il y a une chose bien certaine, toi. Alors l'autre, hey on, ben, tu vois, parce qu'il y a une chose, je voulais te dire, ah non, hey on, tu vois, il y a une chose bien certaine, là. Non, hey, je voulais dire un truc, Serge, non, hey on, tu vois, une chose bien certaine. Hey on. Bon, alors, ça pendant 1 heure, et après, avec Yann à Paris, alors, image par image, recoller le truc. Si tu regardes le film avec attention, eh ben, il n'y a rien de synchrone. Non, étaient tous synchrones. Le synchronisme, c'est à l'émotion. Si tu as une attaque de phrase, même pas une attaque, mais juste au milieu, une dentale, et juste à la fin, bon, Louis, hey, tu rasé avec une tranche de pâté. Alors, pâté, si tu as pâté synchrone, bon, Louis, tu rasé avec une tranche de pâté.
bon, c'est synchrone. Donc l'illusion marche. À partir de là, on travaille. Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre avec... Alors, Jean-François Stévenin, père de famille, acteur, réalisateur de cinéma et un peu paysan. Deuxième épisode consacré à l'entretien mené avec Laurent Devanne en compagnie de Jean-François Stévenin. Aujourd'hui, il sera toujours question de son film Passe-Montagne, puisque cette discussion fut enregistrée juste avant sa diffusion au cinéma de l'Éden-sur-Cray. Nous pourrons donc écouter quelques extraits supplémentaires du débat qui s'en est suivi. Mais dans cet épisode, nous parlerons aussi de bûcherons qui tiennent la caméra, de Piala, de lumière, de Zippo, d'un Scorsese nerveux, du jogging de De Niro, de kimono de karaté, de Jacques Audiard, et toujours d'un super assistant. Bonne écoute, bonne balade. Et au niveau de l'image, c'est pareil, je trouve qu'il y a un travail vachement intéressant sur la lumière, en fait. J'avais lu, en fait, aussi que le plan de travail était découpé par rapport aux atmosphères. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'était pas forcément de prioriser les comédiens, le cadre, je sais pas quoi, mais prioriser, en fait, la météo, quoi. Prioriser, dire, aujourd'hui, moi, j'ai envie qu'il y ait tel type de lumière. Ouais. Et c'est vrai que ça se ressent énormément dans Passe-Montagne. On est vraiment dans des atmosphères très, très marquées. Moi, j'avais eu un truc pour ça. Première fois que ça a été présenté, ça avait été refusé par l'avance sur recette, ou je sais pas par l'avance, mais par FR3, parce que Jacques Deray avait demandé si c'était les bûcherons qui tenaient la caméra. Bon, ça m'avait bien vexé. Le coup d'après, je fais une espèce de truc en scope, avec des dépliants de partout, avec le film raconté complètement, et la météo. Et en fonction de la météo, on tourne ça. Et j'ai trouvé un lieu où on habite qui va être le lieu géométrique de tout ça. C'est-à-dire, on tourne une scène, il doit faire super beau. On se lève, neige complète, ou pluie totale. Donc, on va tourner plutôt ça. Et on est assez souple. Grâce à Yann Dedet, c'est le boulot. Il n'était pas du tout monteur. Après, il était monteur sur le film, mais dans le tournage, et ce qu'il raconte dans Le Point du Lapin, c'est à lui de se démerder. Là, vite, on va tourner, de intérieur chambre. Oh ben là, on est peinard. On habite à l'hôtel, on est peinard, il pleut. Voilà. Ça se déchire l'après-midi. Vite, on fonce dans la forêt, on fait le truc avec les branches, c'est 10 km. Donc alors là, le Jacques Deray, quand tu as vu ça, il m'a reçu, il m'a dit, moi j'aurais toujours rêvé qu'on me fasse un plan de travail comme ça. Je dis merci monsieur Deray, merci beaucoup pour votre pognon qui est tombé et qui fait qu'on a pu faire le film. Mais c'est ça qui est génial, c'est que vous avez quand même une dizaine de films, en tout cas en tant qu'acteur, avant de faire Passe-Montagne. Et vous arrivez en fait quand même à repartir de zéro sur votre façon de faire des films, quoi. C'est quand même pas évident, je trouve, de se détacher d'une méthode, d'une façon de faire, d'un cadre en fait, et de s'inventer en fait. Très juste, mais j'avais pas tourné beaucoup de films avant. Comme acteur, j'avais fait juste L'Argent de poche, Truffaut. Et j'avais fait Barocco. La chamade, Téchiné. Non, mais la chamade, je tombe pas dedans. Autouane aussi, non? Autouane, un plan. Ah ouais, d'accord. Non, par contre, super assistant, ouais. De tous les côtés, tu vois, je connaissais à peu près tout. Mais comme metteur en scène, comme acteur, non, juste L'Argent de poche. D'ailleurs, on est parti directement de Thiers, où on tournait L'Argent de poche, au Jura, direct, avec Yann Dedet. En 75, pour tourner finalement le 7 avril, 2 ans plus tard. Ayant entre-temps obtenu l'avance sur recette et tout ça. Mais alors cette idée, par exemple, de faire un découpage par rapport à la météo, je sais pas, ça vous est venu comment? C'est cette idée de d'abord filmer ça? C'est quoi qui... Je sais pas, une idée d'assistant très bon, comme je te dis que j'étais.
C'est-à-dire, plutôt que d'avoir un truc imposé, on va faire 25 km, il va y avoir un temps de merde et tout ça, on est chez nous. Comme on avait une très petite production, Barbet Schroeder et tout ça, personne ne venait sur le tournage, j'avais une liberté que j'ai jamais eue dans mes films d'après. Donc je me dis, bon voilà, c'est un bon moyen d'avoir tout le monde en sécurité sur le truc. Et il n'y a pas de scénario sur le tournage. Ah, ça, j'avoue que c'est assez original. Il n'y a pas de scénario sur le tournage. Mais je les ai tellement saoulés avec ça, je me dis, bon, sur une feuille du service normal, t'as marqué, tac, tac, séquence 32B, briquet, praticable. C'est-à-dire qu'il faut qu'il marche. Cigarette, selon l'acteur. Machin. Je dis, bon, on met tout ça à la poubelle. Il y a une scène de bouffe, les mecs sont là, coco vin, il y a forcément le matos pour faire ça. Et t'arrives et comme par hasard, mais tout est là. Mais les mecs, c'est pas des abrutis qui travaillent avec toi. Et n'importe qui est capable de faire ça. D'un seul coup, la feuille, c'est déjà un truc pour ne plus faire de cinéma. En disant, ah ben moi, c'est pas de ma faute, c'est pas sur la feuille. Il y a marqué, là, on tourne dans un café, chez nos hôtes Soie, à Cray. Et ben d'un seul coup, il n'y a pas marqué que la lumière dehors doit être pratiquée, que la porte doit être ouverte. Ça va, quoi. On tourne là, on est chez nous, on tourne. C'est au mec d'anticiper tout ce qui doit se passer. Ça a marché complètement, ça, ce truc-là. Ouais, il fallait casser un peu le cadre aussi, à nouveau. Oui, mais on est très peu, donc chacun fait le boulot de 15. Au départ, j'ai lu que c'était Piala ou Sami Frey qui était pressenti pour le rôle de Viré. Et le beau Sami, ouais. Et le beau Sami, et puis après, Piala aussi. Piala, ouais, parce que j'avais travaillé avec lui. Piala, que j'avais eu Maurice qui était là, qui était un pervers fini. Tu peux apprendre Villeray, Mademoiselle de Funès, qui l'appelait, parce qu'il avait fait non. Tu vas prendre Mademoiselle de Funès, très bien. Mais n'empêche qu'il est venu me faire chier sur le tournage. C'est là que tu vois le truc de pervers. Ouais, t'es content, c'est ton premier film. Il y a Piala qui vient pas sur le tournage. Il vient à 2 km dans l'hôtel où c'est 4 jours. Ça t'aide énormément. Et après, quand je monte le film, longtemps après, quand on a fait le mixage, un jour, avant le mixage, on fait des sons seuls et tout. On dit, il y a Piala qui veut nous voir. Alors je vais dehors, on va à la Belle Ferronnière, je me rappelle, parce qu'on était dans un Audi, on n'avait pas un rond. Le mec m'a dit, il y a 4 heures d'Audi, puis elle veut te voir, je sors, bah oui. L'autre me dit, non, mais je vais faire un film, passe ton bac d'abord. C'est ton copain grand-père qui a tourné le film. Bon, il te reste bien des plans de paysage dans le Jura, des trucs, non? Tu pourrais me donner, parce que je ne sais pas comment finir le film. J'arrive, on a perdu 2 heures d'Audi. On m'a dit, non mais attends, t'as vu là, on n'a pas un rond, t'es là, tu as... Qu'est-ce qu'on a à foutre de Pierre? Voilà. C'est sympa. Non, par contre, c'est le seul pervers que j'ai vu faire des grands films. Oh, j'ai vu des films aussi magnifiques quand je tournais Les Chiens de guerre
Ah là, on est 180 dans l'équipe. Hein. Et je me rappelle, tiens, juste au moment où je rallume ma cigarette, merci à soi de me laisser fumer. Je me rappelle, j'avais ça, je voulais un Zippo absolument. J'étais avec Tom Berenger. On était à 7h du matin à Gare Centrale de Londres. Moi, je sortais d'un petit théâtre dans Paris. Je me dis, mais ils seront jamais prêts. Il y a 230 personnes sur la feuille. Ah, t'arrives, à 7h du matin, tout est là. Bon, moi, je voulais un Zippo. Je dis, ah bah tiens, j'aurais bien aimé, mais tu vois le Zippo. Tu vois le son que c'est magnifique. Et je dis à Tom, bah oui, mais il n'y a pas, mais ça fait rien. Il me dit, mais non, pas du tout. Si ton prix, c'est parce qu'ils pensent que t'es le meilleur pour ce putain de film. C'est parce qu'ils pensent que t'es le meilleur. Et il y a 4 accessoiristes. Ils vont te trouver un putain de Zippo. Alors l'autre, il lève le doigt. Oh putain, 10 minutes après, j'en avais 4. Ben oui, il avait raison dans ce système. On t'a pris, t'es le meilleur. Tu veux ça. C'est le début, c'est le premier jour de tournage. Hein. On ne veut pas commencer comme ça, pour que tu comprennes le système. T'es vraiment le meilleur. En France, ils t'ont choisi. Donc, tu veux quoi? Ça, par rapport au film, hein. Si tu veux le soir des gonzesses, tout ça, c'est pas leur problème. Mais si ça a rapport avec le jeu, ben vas-y. Sur la route, une série de portraits radiophoniques proposés par l'association Résonance. Pour connaître son actualité, écouter d'autres portraits, rendez-vous sur le www.facebook.com/association Résonance, REZONANCE. Retour à l'entretien. Qu'est-ce que tu penses du cinéma de Jacques Audiard alors? Ah ben moi, j'ai pas vu beaucoup de films encore. Maintenant, j'y retourne seulement maintenant. Mais Jacques Audiard, alors là, carrément, très haute dimension, quoi. Ouais. Le film qu'il a fait sur la prison, c'est celui que j'avais vu, là. Ouais. Un prophète. Ouais, oh là, c'est terrifiant. Là, tu te dis, si c'est comme ça, faut pas y aller, quoi. Et la façon qu'il a dirigé les acteurs, de raconter des trucs, là, tu penses que c'est comme ça. Tu te dis, ben voilà, c'est comme ça. Et comme c'est pas des reportages, donc c'est un talent immense, tu vois, mon copain Arestrup qui est là dans la cour, en vieux parrain et tout, oh là là là, très très fort, hein, lui. Ouais, c'est vrai que là, en fait, vous parliez de faire rentrer la vie, en fait, dans le cinéma. C'est ce qui est sans doute de plus compliqué, je trouve. Enfin, moi, ce que je trouve vachement fort, c'est que votre méthode, votre façon de le faire, déjà sur un tournage, il n'y a pas de silence, on tourne et il n'y a pas de moteur. Ah si, moi je fais silence, pas silence, surtout pas. Mais moteur, oui, parce que là... Mais pas silence, on tourne, je veux dire. Ah non, surtout pas. Et pas coupé, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer encore après. Voilà, ou alors des faux coupés.
Je dis couper, puis je dis à l'opérateur, tu continues pendant 30 secondes. Ça, parce que j'avais vécu ça, avec François aussi, beaucoup. Avec François, on n'avait pas de talkie-walkie, pas de tout ça à l'époque. Donc, première fois, moi, j'ai gueule silence, tout le monde me regarde. Ah, non, pas silence. D'accord. Alors, j'avais Suzanne Schiffman, sa géniale assistante, qui était ma maman de cinéma, que j'avais connue sur La Sirène du Mississippi, avec Jean-Paul et Catherine. Et il m'avait dit avec des gros yeux, tu ne demandes pas le silence, tu l'obtiens. Oula, toi, c'est ton premier jour sur un plateau. Qu'est-ce qu'il me raconte là? D'ailleurs, ça se voit tout de suite. Moi, après, dans les 150 films que j'ai faits, je sens tout de suite sur un plateau. Si ça commence à brailler, parce que le metteur en scène braille, t'as un premier assistant qui braille encore 2 fois plus fort, t'as des figurants qui savent pas quoi faire, et on commence à dire « silence !» Les mecs sont tétanisés, personne ne prend la peine de leur expliquer ce qu'ils vont faire, et donc, t'as des mecs complètement bloqués, on va faire des trucs. J'ai tourné ça même avec Arcadie, je me rappelle. On fait une bar mitzvah, d'un seul coup, une fête énorme. Il y a 3 gobelets en carton qui tombent et qui roulent, qui font... Coupez! Oh, mais alors, attendez, on vous a dit que... Et les mecs, faites semblant. Je m'étais permis de dire, j'ai dit à Alexandre, écoute, ça va finir en studio. À Paris, ça va être très bien. Te perds pas une journée de tournage avec ça. Parce que mine de rien, tout ça, ça fait 1h30 de tournage perdu. Le temps de couper, de machin, de remettre en route, etc. Et ben voilà, on n'a qu'une journée pour filmer ça, on va pas ensemble. Je dis, écoute, Stéphane, attends, chacun son truc. On parlera ce soir, mais là, il faut que je fasse... voilà. Résultat, 4 mois plus tard, je suis avec Roger, à Nain, sur un studio, à SIS, devant une barre de doublage avec, tu sais, chez les Bétones. Écoute, je vais te dire... Voilà, comme ça, impeccable. Et tu vois dans le film, avec cette même voix, comme je viens de faire, il n'y a pas de vie autour. Alors on se dit, tiens, c'est bizarre. Ah bah oui, comme c'est pas la vie. Et qu'il n'y a que les acteurs principaux que tu entends dans un truc doublé, en général, forcément assez mal, et que les gens se foutent du son, eh ben t'as un machin qui est en dessous de la vie. Alors voilà, tu regardes parce que t'es rentré et que t'as payé ta place, mais t'as envie de rentrer chez toi. Mais du coup, le son, là, pour rebondir, c'est combien de pourcentage d'un film pour toi? C'est 50% ou c'est plus? Oh, c'est presque plus. Presque plus. Parce que justement, mon premier maître, Jacques Rosier, quand on tournait et qu'on n'avait pas de rond du côté de Rouette, le soir, il écoutait au casque à 11h du soir, parce qu'on faisait des journées sérieuses. Il écoutait les prises pendant qu'on préparait à manger. Et il m'avait appris ce truc, c'est que si une prise est bonne au son, tu le sens, au jeu des acteurs, tu dis, ben c'est laquelle? C'est là qu'il nous faut. Voilà, on faisait ça. Après, on voit, ah, il y a eu un problème à l'image, etc. Ah ben, tant pis. Ouais, je voulais savoir qu'est-ce qui fait qu'on a envie de filmer une histoire, enfin de raconter une histoire. Ben ça, je sais pas trop, c'est un moment, une urgence, quoi. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais un super premier assistant, j'avais besoin de rien, j'adorais tourner, puis à un moment, voilà, l'envie, quand j'ai vu les films de Cassavetes, tout ça, voilà. Il y a une espèce de vie qui devient la survie. On dit, oh, j'ai envie de faire ça. Mais pas pour... non. Ça dépend d'ailleurs. Ceux qui ont envie qui font des comédies, comme même François qui tournait un film tous les 18 mois, c'est vachement bien parce que tu n'as pas le temps de faire le deuil du film que tu es déjà dans un autre. Mais quand on n'a jamais fait, voilà. Envie d'exprimer tout ce que tu ressens confusément à vie. T'arrives mal à exprimer par des mots,
Et toutes les grosses émotions que tu as, qui sont des petites rencontres, des grandes rencontres, des soirées, des journées, des trajets, d'un seul coup, tu te dis, pourquoi je verrais ça sur un écran Bon. Merci Jean-François. Merci à vous. Juste une Ouais. dernière question. Ouais. J'ai écouté une interview où pour Deer Hunter, tu es passé à côté d'un mariage et tu t'es embrouillé avec beaucoup de gens pour des histoires de films comme ça. Ah oui, oui. Ouais. Moi, à l'époque où Passe-Montagne est sorti, il y a eu à quinzaine des réalisateurs, Cannes, standing ovation à la fin du film, tout le monde debout. Je me suis dit, bon, ça doit être normal, c'est comme ça, quoi. Et je tombe en contact avec une jeune attachée de presse américaine. On sympathise un peu. Et il y a un mec très nerveux à ses côtés qui dit, hey bro, hey, come on. Je lui dis, qui c'est le gars qui passe? C'est Scorsese. 4 mois plus tard, j'arrive aux États-Unis, passeport américain, j'habite chez elle. Le film Deer Hunter sort. Et travaillait dans une grande revue de cinéma qui s'appelait Film Comment. Et moi, je suis là, d'un seul coup, à la maison. T'as Scorsese qui appelle le matin, c'est moi qui décroche. Donc, le petit gars du Jura, « Hi, Marie !»« Yeah, I tell the boy, OK. Moi, je ne parle pas un mot. » Et il y a Deer Hunter qui sort au Coronet Theatre. Et il y a une énorme affiche juste avec les cornes du cerf, avec tel jour, 14h, première projection. Fou. J'arrive, les pop-corn, le machin, tout ça. Bon, je me prends le film. Tout seul, là, j'étais, parce que bon. Je rentre, elle me dit, mais alors, t'aimes vraiment ce film de facho? Je dis, attends. De quoi? Oui, c'est ça, les jaunes qui jouent à la roulette. Attends, je dis, on va pas se fâcher. On s'est fâché. Ça a duré 2-3 jours. Après, elle vient au Canada parce que j'étais invité avec Alain Cavalier présenter mes... tu vois, on s'est embrouillé. Après, elle m'emmène à Telluride, Colorado, là où il y a Bob De Niro. Bob, hi, how you doing? Oh, Telluride qui est vraiment le point de non-retour. Vraiment, c'est la seule maison dure, c'est la prison qui a été créée pour Calamity Jane. Bandits, machin. On est au fond du fond. Hein. C'est un truc hyper snob, où il y a Barbet Schroeder, machin, tout le monde. Bob De Niro fait du jogging avec une capuche pour qu'on ne le reconnaisse pas. Tu vois, tout ça entre gens. Très simple. Bon. Et ça continue avec... Elle me dit, on a un rendez-vous demain matin dans le backstage de Sheridan Hotel, tu vois, les noms me reviennent. Petit déjeuner avec Bob De Niro et Martine Scorsese. Alors, on s'engueule toute la nuit. Et l'autre, elle fait à l'américaine, au talon, elle se maquille, elle n'a pas dormi de la nuit. Moi, je dis, bon, moi, j'y vais pieds nus, avec un kimono de karaté noir, parce que j'étais fou de karaté à l'époque. Puis j'arrive devant la porte du Sheridan, je dis, mais non, moi, je vais marcher dans les bois pieds nus. Il me dit, mais attends, t'es un petit gars du Jura, il y a Scorsese et De Niro. J'ai dit, mais moi, il faut qu'il reste dans les étoiles. C'est des étoiles. Moi, je veux bien le soir regarder des étoiles ou au cinéma. Mais là, à 9h30 du matin, ils n'ont pas dormi avec l'autre qui va me dire, hey, how you doing? How you doing? Oh, hi. Moi, ça va. D'ailleurs, c'est vachement bien cette journée parce que je monte dans la forêt juste derrière. Pour me défouler, je fais des mawashi, paf, contre les sapins, boum, boum, je suis là tout seul. Je vois des buissons qui bougent. Je me dis, putain, mais ça tombe, c'est un putain d'ours. Moi, je suis quand même, là, j'ai pas de gun et j'ai rien. Il y a un mec qui était le président de tout ce festival qui sort, Sterling Hayden.
avec une canne avec un pommeau d'argent, qui me dit « Hey, how are you, young man ?» Je dis « Oh, that's a wonderful day. » Sterling Hayden, que j'avais vu dans Johnny Guitar, et qui disparaît dans les buissons. Voilà. L'arrivée finale. Merci. Bon, mais il n'y a plus besoin de débat. Hein. Voilà, cette fois, c'est fini. Merci à Jean-François Stévenin pour la discussion. Merci à Laurent Devanne, au Café et Maison d'Hôtes Soit. Merci à l'équipe de l'Eden Cinéma. Un entretien mené par Laurent Devanne de l'Eden Cinéma et Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indie Grand. Si vous voulez réécouter cette émission et les portraits précédents, rendez-vous sur le mixcloud.com/sur la route. Si vous voulez connaître l'actualité de Résonance, rendez-vous sur le facebook.com/association Résonance. Résonance, REZONANCE. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.